je voudrais rapidement parler de la procédure en vertu de laquelle cet avant-projet, entre guillemets, a été produit. Et cela pour deux raisons. D'abord parce que, pour tout juriste, la réflexion préalable relative à un texte normatif, c'est d'analyser sa procédure d'élaboration et d'adoption. Et cela est encore plus valable en matière constitutionnelle, puisque, on le sait, la loi mère se définit précisément comme la norme de production des normes. En second lieu, interroger essentiellement le fond du texte, en jetant le voile d'ignorance sur sa procédure d'élaboration, équivaudrait à lui conférer une légitimité touchant à sa prétendue validité, puisqu'elle s'auto-qualifie d'avant-projet de constitution. Ce serait lui reconnaître un statut auquel il aspire, mais sans fondement véritable. Alors, d'abord, interrogeons-nous sur le processus constituant engagé, et disons qu'il s'agit d'un processus constituant inconstitutionnel. La normalisation du processus de modification des constitutions est un acquis des constitutions libérales depuis les premiers balbutiements du constitutionnalisme. Elle est régie, à mon sens, par ce que je qualifie de trois principes clés. D'abord, le principe de temporalité, c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le temps, suivie d'une mise à l'épreuve d'une norme, une confrontation avec la réalité, et du coup, cela permet l'évaluation de cette norme. Ensuite, le principe de liberté, c'est-à-dire que les générations futures ne peuvent pas être reliées totalement aux idées, au pacte initial qui a été élaboré. Ensuite, le principe de la séparation des pouvoirs. Ici, je ne parle pas de la séparation des tripartites des pouvoirs, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Je parle de la séparation entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé, qui est au principe de l'existence d'une constitution. Car si une constitution pouvait être adoptée d'une certaine manière et qu'il n'existait pas de balise pour procéder à sa modification, eh bien, il n'y aurait tout simplement pas de constitution, puisque cette loi pourrait être modifiée au gré et au caprice de celui qui est détenteur de pouvoir. Et par conséquent, la vocation de la Constitution à limiter l'arbitraire des pouvoirs serait tout à fait compromise. Alors, que se passe-t-il dans le cas qui nous occupe? D'abord, on est dans une situation que j'appelle l'introuvable discontinuité juridique. Car si nous considérons les antécédents politiques, les antécédents juridico-politiques, et on se réfère à l'accord du 3 avril 2024, on ne pourra pas dire qu'il constitue un acte déconstituant. Il ne proclame point une discontinuité dans l'ordre juridique, ce qui aurait pu être le cas en proclamant une sorte de constitutionnalisme de transition, mais remarquez que les acteurs politiques et de la société civile ne se sont pas résignés à poser cette question, ils ont préféré plutôt parler de la question constitutionnelle, sentant bien qu'ils n'avaient point la légitimité pour s'attaquer à un monument de cette dimension-là. Et donc, cela suppose, derrière leur tête, qu'il faut s'attendre au retour de la normativité constitutionnelle établie. On suppose donc, une fois que la situation institutionnelle légitime serait revenue, que les institutions, que les élections auraient pu avoir lieu, et donc qu'on pourrait avancer vers quelque chose. Mais il se trouve que ce texte, cet accord politique, utilise un terme malheureux, révision constitutionnelle, qui ne correspond pas au terme d'amendement constitutionnel tel qu'il est envisagé dans la Constitution de 87, et que donc ça laisse place à des interprétations, disons, qui peuvent créer certaines confusions. Est-ce qu'il s'agit là d'une sorte de... Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'on veut s'avancer subrepticement vers une modification en profondeur? Quoi qu'il en soit, le terme question constitutionnelle est symptomatique des hésitations de ceux qui ont convenu d'un accord politique, un accord pour sortir d'une crise politique extrêmement grave. Alors, dans ce cadre-là, il a été fait appel à ce qu'on nomme la conférence nationale. Alors évidemment, sur la question, on peut avoir des réserves sur comment
organiser cette conférence dans une question méthodologique, mais surtout il y a une question juridique fondamentale. C'est que d'abord, quelques assises ne constituent pas une conférence nationale, et deuxièmement, même lorsqu'il y avait une conférence nationale, cela ne suffirait pas à faire émerger d'un point de vue juridique le pouvoir constituant originel. Il faudrait, comme vient de rappeler le doyen de la faculté de droit, il faudrait que soient mises en place des conditions juridiques pour qu'émerge ce pouvoir constituant, c'est-à-dire, précisément, une assemblée constituante d'abord, puisque le constitutionnalisme moderne s'est universalisé, et tout processus de fabrication de la norme constitutionnelle suppose précisément de faire émerger le pouvoir constituant originaire, et cela passe d'abord par une assemblée constituante. La mise en place d'une assemblée constituante doit répondre aussi à des impératifs. Or, on n'est pas certain, évidemment, que dans les conditions qui ont été celles que nous connaissons, que la mise en place, l'émergence du pouvoir constituant originaire soit arrivée à terme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après la mise en place d'une conférence nationale et l'organisation d'une comment dire, après la conférence nationale, la tenue précisément d'une assemblée constituante qui est représentative de pouvoir et qui détient une légitimité, faut-il encore que le texte proposé soit soumis à un référendum constituant. Ici se pose un autre problème, parce que dans la situation que nous connaissons, les conditions matérielles ne sont pas nécessairement propices à l'adoption d'une constitution. Je ne veux même pas parler des populations déplacées dans la zone métropolitaine, et on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas, un quorum constitutionnel? C'est-à-dire, supposons que cette constitution soit adoptée dans les conditions que nous connaissons, et qu'il y ait 20% de la population à voter. Quelle serait la légitimité de cet acte fondateur qui n'exprimerait pas précisément la volonté générale? Ça, c'est un premier aspect tout à fait problématique. Un deuxième point, c'est le fait que, n'ayant pas eu un acte déconstituant, n'ayant pas eu de discontinuité juridique, se pose la question comment démontrer qu'on n'est pas sorti de l'ordre juridique. Les acteurs eux-mêmes, tant dans l'accord politique que dans les décrets créant à la fois le Conseil présidentiel de la transition et le comité de pilotage, continuent de se référer à la Constitution en vigueur. Et continuent donc de dire que cette Constitution est en vigueur et se trouvent enfermés dans le cercle de cette Constitution avec ses contraintes constitutionnelles, notamment en matière d'amendement de la Constitution. Et par conséquent, c'est par un revirement extraordinaire, par une sorte d'alchimie juridique impensable, que le comité de pilotage a procédé à une double usurpation. Usurpation de la volonté générale d'abord, puisque ce comité fabrique un avant-projet de constitution d'une part, et d'autre part, une usurpation de la volonté majoritaire, parce que à la lecture des considérants du décret instituant le comité de pilotage, il est proposé un diagnostic de la non-application de la Constitution de 1987. Il est posé que l'absence de loi d'application est à la base du fait que l'architecture constitutionnelle n'a pas pu se réaliser, que la Constitution n'a pu prendre donc son plein effet en raison de l'absence de ces lois d'application. Or, nous le savons, les lois, toute loi est un produit d'une volonté majoritaire consacrée au niveau du Parlement. Si le CP doit à la fois produire un avant-projet de constitution et par la suite doit produire des décrets, ce seront des décrets par ailleurs, des décrets d'application de la Constitution, et donc on aura une double usurpation à la fois de la volonté constituante et de la volonté majoritaire. Il s'agirait donc d'une double usurpation, et évidemment, nous savons que ce serait une double violation de la Constitution, et que cette violation de la Constitution, puisqu'on reste dans le cadre de la Constitution, est
traité et saisi comme un crime de haute trahison et est passible, selon les termes de la Constitution, de la peine de travaux forcés à perpétuité. On voit donc que la question constitutionnelle, c'est une affaire sérieuse, avec des implications extrêmement graves. Par ailleurs, à côté de l'irrégularité dans la procédure de confection de cet avant-projet, on a mentionné la question évidemment du déficit de légitimité démocratique, c'est-à-dire le fait qu'on ne retrouve pas cette Assemblée constituante qui eût porté en quelque sorte cette volonté globale de changement de la Constitution, et on trouve aussi le fait que les conditions matérielles, est-ce qu'on peut modifier une Constitution à n'importe quel moment? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions qui doivent présider à cette décision de provoquer une sorte de remise en question totale de l'ordre constitutionnel? D'autres questions se posent. Quel est le coût de production de ces normes? Le coût financier, le coût institutionnel, le coût social, parce que tout cela demande un engagement colossal dans une période où, précisément, il y a des priorités qui sont liées à la sécurité, et donc au fait que l'État ne peut pas abdiquer ses compétences, notamment ses compétences régaliennes en matière de sécurité. Alors, face à cette situation, disons, difficile, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À mon sens, il faut sortir de l'impératif du changement immédiat. C'est-à-dire quoi? Qu'il faille maintenant, à quel dessein, par ailleurs, s'engager dans un processus sur une base à la fois inconstitutionnelle du point de vue de la forme et absolument pas démocratique, toujours du point de vue du concept général d'un état de droit. Nous constatons que, d'ailleurs, cette série de conférences, de colloques de la chaire montre bien qu'il y a quelque chose qui est resté de la Constitution de 47, quelque chose qui demeure. Au-delà de toutes les tentatives de changement, l'opinion des uns et des autres sur le contenu de la Constitution et sur peut-être la nécessité de procéder à des réaménagements, il reste quelque chose que j'appellerais l'esprit constituant. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'est plus acceptable qu'une modification constitutionnelle ou bien que la fabrication d'une nouvelle constitution se fasse de n'importe quelle manière. Et donc, la Constitution de 47 nous laisse avec un esprit de résistance par rapport aux tentatives de sa violation. En dehors de l'analyse du contenu, sur lequel on peut diverger. Mais sur le fond, il nous reste quelque chose. Cette croyance pour modifier une constitution, il faille préalablement rester dans un cadre procédural qui prévient de l'arbitraire. Car la procédure, ce n'est pas seulement pour le plaisir de respecter des normes, c'est pour empêcher précisément de prévenir d'abord toute tentative qui dépasse, qui veut en quelque sorte dompter les contraintes constitutionnelles et arriver à imposer à un peuple la volonté de quelques-uns. Que faut-il faire donc? Il me semble qu'il nous faille élaborer une politique publique de réforme constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions préalables, savoir, est-ce que nous nous trouvons dans une crise de régime constitutionnel telle qu'il faille forcément aller vers la confection d'une nouvelle constitution? Est-ce bien le cas? Est-ce bien de cela qu'il s'agit? N'oublions pas que nous sommes un laboratoire de production constitutionnelle. 22 constitutions, excusez du peu. Ça fait quelques projets, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la crise que nous connaissons montre bien que les problèmes que nous connaissons ne sont pas seulement de nature constitutionnelle et qu'il y a probablement à voir, cela a probablement à voir avec la manière dont on organise la société, la manière dont le développement national est conçu, la manière dont sont réparties les compétences, la manière dont la production économique est organisée, etc. Tout ceci a un impact considérable aussi en matière politique. Alors, l'autre question qu'il faudrait se poser, est-ce que le pacte initial a été rompu? Le pacte initial qui était à la base de l'élaboration de la Constitution de 1987. Autre question qu'il faudrait se poser, est-ce que nous méritons de changer de régime? Je rappelle toujours que changer de régime n'est pas nécessairement
trouver une solution à un problème, ça peut être aussi changer de problème. N'est-ce pas? Je me rappelle ici, comment ne pas saluer la mémoire du professeur Montferrier d'Orval, avec qui nous avons toujours eu des discussions passionnantes sur la question. Un régime parlementaire a ses inconvénients, un régime présidentiel aussi. La cohabitation est présente à la fois dans le régime parlementaire et dans le régime présidentiel, lorsque le président n'a pas la majorité au Congrès. Et si on veut prévenir les négociations des parlementaires, etc., il faut se rappeler que les parlementaires qui seront élus ne seront pas nécessairement différents de ceux que nous serons. Et par conséquent, il faut réfléchir davantage à comment préserver la chose publique, quel que soit le régime par ailleurs, que nous devrions adopter. Celui-là qui restera, ou bien si nous devons, à l'avenir, dans des conditions régulières, adopter un autre régime. Ensuite, la question de la décentralisation. Qu'est-ce que nous décentralisons? Est-ce que nous avons suffisamment centralisé pour que nous décentralisions? Est-ce que le Cap, par exemple, deuxième ville, avec 50 000 $ de recettes annuelles, peut vraiment soutenir un processus de développement de la zone? Il y a des questions essentielles que nous devrions nous poser avant même de nous engager de manière tout à fait inopinée dans un processus dont on n'arrive pas à comprendre, n'est-ce pas, les considérants, les tenants et les aboutissants. Et donc les limites à imposer à toutes les autorités étatiques dans la protection du bien commun. Mais vous aurez compris que je ne prétends pas, que je ne veux pas non plus m'étendre sur ces questions de fond, car j'ai bien trop peur, en la circonstance, que la forme soit justement le fond qui remonte en surface.